Somnifère, le podcast. L'argent n'est que la fausse monnaie du bonheur, écrivent les frères Goncourt. Bonsoir à tous, nous sommes le dimanche 12 décembre et Somnifère vous raconte ce soir l'histoire de Valentine et Rosabelle, deux sœurs que tout oppose. L'une a 5 enfants et vit un quotidien modeste où l'argent est un sujet de préoccupation, l'autre est très à l'aise financièrement et partage avec son mari une vie opulente, sans enfants ni soucis. Or la perspective d'un héritage va venir bousculer les deux familles. C'est une nouvelle d'Albert Laberge intitulée « Les deux sœurs ». Je vous souhaite une excellente nuit et maintenant place à notre séance de relaxation. La séance de relaxation. Portez simplement votre attention sur votre respiration pendant quelques instants et laissez progressivement s'échapper toutes les tensions et le stress à l'expire. Si des pensées parasites vous viennent à l'esprit, laissez-les passer sans jugement et recentrez votre attention sur votre respiration. Inspirez, détendez votre cuir chevelu et votre front. Expirez, laissez la quiétude s'installer. Inspirez, sentez votre front se lisser, votre mâchoire se relâcher et laissez s'échapper toutes les tensions à l'expire. Inspirez, sentez votre cou et vos épaules se détendre et expirez en vous abandonnant complètement sur le matelas. Inspirez, sentez la relaxation se propager au niveau de vos bras et de vos mains et expirez toutes les émotions indésirables. Inspirez, sentez la détente traverser votre dos et votre ventre et expirez en vous enfonçant encore un peu plus dans le matelas. Inspirez calmement et sentez la détente arriver au niveau du bas de votre dos. Expirez et sentez toutes les tensions doucement s'effacer. Détendez vos hanches, vos fesses, vos cuisses. Imaginez comme une douce chaleur parcourir lentement vos jambes jusqu'au bout de vos orteils. Continuez de sentir la détente s'installer davantage à chaque expire. Je vais vous demander à présent d'imaginer que vous flottez sur un nuage blanc, doux et moelleux.
Sentez votre matelas se transformer doucement en nuage sur lequel vous vous abandonnez de tout votre poids. Le nuage est d'une douceur incroyable et d'une tiédeur réconfortante. Vous flottez et dérivez lentement sur ce nuage qui soutient tout votre corps et vous promène lentement. Paisiblement dans les airs. Sentez les appuis de votre corps avec le nuage. Sentez à quel point le nuage est doux et confortable. Notez comme cette sensation de flotter dans les airs est agréable. Notez comme la température de votre nuage est optimale. Il y a d'autres nuages dans le ciel qui flottent doucement. Voyez-les passer avec paresse autour de vous. Votre nuage peut flotter où vous le souhaitez. Vous êtes à l'aise sur votre nuage, soutenu doucement mais fermement, en sécurité et en paix. Observez autour de vous et voyez comme il semble y avoir d'autres personnes au loin, confortablement installées sur leur propre nuage. Certains sont complètement relâchés, avec les bras ballants. D'autres semblent profiter de ce moment de détente. D'autres encore sont déjà assoupis. De là où vous êtes, vous pouvez voir l'horizon à 360 degrés. L'horizon s'étire en un cercle complet autour de vous. Remarquez au loin comme les collines
apparaissent légèrement brumeuses. Le nuage se balance doucement et dérive lentement dans la brise. Vous vous sentez complètement à l'aise et en sécurité. Laissez-vous bercer tranquillement par les mouvements de votre nuage. Portez pendant quelques instants votre attention sur votre respiration et sur l'air qui entre et sort de vos narines. Sentez la détente s'installer davantage à chaque expire. Certains nuages sont si proches que vous pouvez presque les toucher. Continuez de flotter sur votre nuage, de dériver lentement, de monter encore plus haut si vous le souhaitez. Le sol au-dessous de vous ressemble à un patchwork. L'herbe verte, les champs couleur dorée, de grandes étendues bleues qui semblent être les mers et les océans. Et de plus petits points bleus pour les rivières et les lacs. Vous êtes maintenant si proche d'un autre nuage juste au-dessus de vous que si vous tendiez la main, vous pourriez le toucher. Imaginez la sensation que cela vous procurerait. Autour de vous, tout est d'un blanc réconfortant. Tout semble vibrant et confortable.
Sentez le nuage vous soutenir en douceur, confortablement, alors qu'il vous promène çà et là et que vous sentez la détente vous emporter. Dirigez votre nuage avec la pensée pour l'emmener où vous le souhaitez. Plus haut, plus bas, à gauche, à droite. Portez votre attention sur votre respiration, sereine et profonde. Peut-être aimeriez-vous dériver le long des côtes en regardant les vagues s'écraser sur le rivage. Peut-être aimeriez-vous flotter à travers la ville, dériver entre les bâtiments et regarder les voitures au-dessous. Peut-être souhaitez-vous admirer les forêts ou les déserts. Prenez un moment pour porter votre imagination où vous le souhaitez et laissez votre nuage vous y emporter. Vous êtes calme et détendu. L'histoire du soir. Albert Laberge, les deux sœurs. Alors qu'elle était devenue veuve à 63 ans, Madame Lebrun avait deux filles, Valentine et Rosabelle, toutes deux mariées. Ces sœurs étaient absolument différentes tant au physique qu'au moral. Valentine était une grande blonde, mince, avec des yeux gris remplis de douceur. Elle était l'épouse de M. Lionel Bélanger, employé dans une compagnie d'assurance et mère de 5 enfants, 2 garçons et 3 filles. C'était une personne affectueuse, dévouée aux siens, travailleuse, économe et d'une rare patience. En somme, un très heureux caractère. Rosabelle, de 2 ans plus jeune que sa sœur, était une petite femme châtaine aux yeux bruns, insouciante, égoïste, prenant la vie comme elle se présentait. Ce qui était pour elle la bonne manière, car elle était mariée à un homme d'affaires dont le revenu était plus que suffisant pour réaliser tous les caprices de sa femme. Ce couple n'avait pas d'enfants,
et menait une existence exempte de troubles et de soucis. Madame Lebrun n'avait pas été heureuse en ménage. Son mari, qui avait été si aimable, si charmant, avait brusquement changé en quelques mois et il s'était montré ce qu'il était réellement, autoritaire, tyrannique, n'admettant pas la moindre discussion, ne souffrant pas la plus petite remarque. Peu de temps après son mariage, il avait commencé à faire de fréquentes excursions en dehors du domaine conjugal, habitude qui avait duré jusqu'à quelques années avant sa mort. Sa femme était vite devenue au courant de ses multiples infidélités, car il ne se cachait nullement pour la tromper. Bafouée, ridiculisée, cruellement déçue dans toutes ses aspirations, l'épouse, qui possédait une âme tendre et un cœur sensible, avait enduré son malheur et ses humiliations avec une patience qu'à force d'efforts, elle réussissait à trouver. Elle savait que le mal était sans remède, qu'il n'y avait qu'à accepter son sort. Alors, elle s'était efforcée de se consoler en prenant soin de ses 2 fillettes. Mais elle avait été infiniment malheureuse pendant toutes ces années. Elle s'était rongé le cœur avec sa peine secrète, car elle ne se plaignait à personne. Jamais elle n'avait fait de confidence à qui que ce soit. Jamais elle ne s'était ouverte à une parente, à une amie, pour se soulager. Elle refoulait sa peine en elle-même. Pas de soupape de sûreté. Cela, c'était mauvais, car ce mal caché affectait lentement son cerveau. Au point de vue matériel, elle n'avait cependant été privée de rien, car son mari pourvoyait régulièrement et convenablement aux besoins de la maison. La pauvre femme avait toutefois manqué de l'affection qu'elle était en droit d'attendre de son compagnon, de la bienveillance, de la joie d'un ménage uni et bien assorti. La délivrance vint un jour lorsque M. Lebrun fut emporté en quelques heures par une congestion cérébrale. Son départ fut un soulagement pour sa femme, mais ce fut là une sensation passagère, car le mal qui remontait à de nombreuses années était déjà fait. Le caractère de la veuve, qui avait toujours été très doux, très calme, très délicat, changea complètement. M. Lebrun laissait à sa femme une petite fortune de 40 000 $, dont le revenu était plus que suffisant pour subvenir à tous ses besoins. Quelques mois après la mort de son mari, sa veuve abandonna la maison où elle avait vécu pendant plus de 30 ans et qui était maintenant beaucoup trop vaste pour elle, et elle alla s'installer dans un minuscule appartement. Valentine lui avait offert de la prendre avec elle, mais elle avait refusé. Ce qu'elle voulait, c'était de vivre seule. Bientôt, cependant, sa santé laissa à désirer. Elle éprouvait des douleurs qui la troublaient, l'inquiétaient fort. La vieille femme était réellement malade, mais elle refusait de voir le médecin. Puis il ne fallait pas insister en lui suggérant telle ou telle chose, car elle s'emportait, devenait violente, brutale, grossière même. Ses filles ne la reconnaissaient plus. C'était une autre personnalité qui succédait à l'ancienne. Une étrangère qui les déroutait, les affligeait. Valentine lui rendait de fréquentes visites, mais Rosabelle, qui voulait vivre une vie exempte de soucis, qui ne se préoccupait de rien sinon de sa petite personne, se dérangeait plus rarement. Mais chaque fois qu'elle allait la voir, elle lui apportait une crème glacée, une boîte de bonbons et quelques fleurs. 2 roses, 3 ou 4 jacinthes, qu'elle plaçait en arrivant dans un joli vase en porcelaine placé sur le bureau de toilette. Ces délicates attentions de sa fille plaisaient fort à la vieille femme. Puis tout en causant, Rosabelle coiffait sa mère, lui mettait un peu de rouge sur les joues, lui débitait un petit compliment.
Or un jour que Rosabelle avait apporté quelques œillets, elle aperçut un pot en grossière poterie avec une ornementation de couleur barbare qui remplaçait le petit vase de porcelaine. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» fit Rosabelle, désignant de sa main qui tenait les fleurs l'affreuse potiche. « C'est Valentine qui me l'a apporté. Elle est venue il y a une dizaine de jours avec son petit Étienne, un fatigant, un énervant, un touche-à-tout, qui tourne tout le temps dans la pièce comme un ours en cage. Tu m'avais apporté des narcisses. Il a voulu les voir de près, les respirer, il a pris le vase et l'a échappé. Naturellement, il s'est brisé. Alors, Valentine a dit « Je vais recoller les morceaux » et il n'y paraîtra pas. Cela m'a tellement fâché. Je lui ai dit « Ramasse les morceaux et jette-les dans la poubelle. » Elle a répété « Vous allez voir, je vais les recoller et il sera comme neuf. » De nouveau, j'ai ordonné « Va jeter ces débris dans la poubelle. » Elle a paru surprise, froissée. « C'est un accident, a-t-elle déclaré en ramassant les éclats de porcelaine. » Et j'ai dit, si Étienne pouvait seulement rester tranquille pendant 5 minutes, ce serait reposant. Alors, le petit est venu s'asseoir sur le pied de mon lit et il s'est mis à s'agiter, à se brasser, tellement qu'on aurait dit que la couchette était secouée par un tremblement de terre. Je t'assure que j'étais contente lorsqu'ils sont partis. Puis le lendemain, elle est arrivée avec cette affreuse potiche. Toi, tu connais les belles choses. Elle n'y comprend rien. Pour elle, un vase raccommodé est aussi beau qu'un autre qui n'a pas la moindre fêlure. Sans être strictement dans la gêne, Valentine et son mari n'en menaient pas large avec le salaire qu'ils recevaient de la compagnie d'assurance qui l'employait. Une famille de 7 personnes, cela coûte de l'argent pour vivre. Bien que Valentine fût économe, l'on ne parvenait pas à mettre aucun argent de côté, et cela causait quelque inquiétude aux 2 époux. Parfois le soir, la femme et le mari songeaient à l'héritage qu'ils recevraient certainement un jour. Ce sont là des pensées qui arrivent naturellement à tous ceux qui ont des parents possédant quelques biens. Sûrement qu'ils ne souhaitent pas la mort de ceux-ci, mais ils se disent que lorsqu'ils disparaîtront, leur sort s'améliorera. Cela ne fait tort à personne, ne nuit à personne, et c'est une consolation d'une heure dans la dure lutte pour la vie. On se réfugie pour un moment dans des projets qui ne se réaliseront probablement jamais, mais qui adoucissent la minute présente. Ainsi, Valentine et son mari se disaient qu'avec $20 000, la moitié de la fortune de la mère, ils pourraient s'acheter une maison, faire des études aux 2 garçons et peut-être se payer une automobile pas chère. Ce sont là des rêves légitimes et qui n'abrègent pas la vie des parents. Valentine arriva un jour chez sa mère au milieu de l'après-midi. Celle-ci était malade et elle n'avait ni déjeuné ni dîné, ayant été incapable de se préparer ses repas. Sa fille s'attacha alors un tablier et se mit en train de cuisiner une collation. Elle cherchait dans la glacière. « Mais vous n'avez pas de beurre, maman ?» remarqua-t-elle. « Vas-tu me dire ce que je dois avoir et ce que je ne dois pas avoir ?» fit la mère furieuse. « D'ailleurs, je ne t'ai pas demandé de me faire à dîner. » Surprise et peinée, Valentine comprit alors combien gravement le cerveau de sa mère était atteint. La situation était difficile, très difficile. « Écoutez, maman, vous êtes malade. Vous ne pouvez pas rester seule et sans soin. Vous devriez vous mettre en pension dans un couvent, dans une institution où vous auriez une chambre, où l'on vous servirait vos repas, où l'on aurait pour vous tous les soins. Tu veux m'envoyer à l'hospice ?» éclata la mère. « Eh bien, je n'irai pas.
Je veux rester chez moi. Alors, prenez une servante qui arrivera le matin, vous préparera votre déjeuner, passera la journée ici et s'en retournera chez elle le soir. En connais-tu, toi, des servantes? Je n'en connais pas, mais je vais vous en trouver. Valentine trouva une servante qui se présenta chez Madame Lebrun. Elle y passa une journée, mais elle ne revint pas le lendemain, furieuse de se voir injuriée par cette vieille folle. Une deuxième résista pendant 2 jours aux insolences et aux grossières insultes de la malade. Une troisième, qui avait tenté de répondre à sa maîtresse, fut promptement mise à la porte la journée même de son entrée en service. La situation était critique. Valentine prit alors une décision héroïque. « Écoute, dit-elle à son mari, je vais vous donner à déjeuner le matin, et après le départ des enfants pour l'école, je me rendrai chez maman pour en prendre soin. Je demanderai à ta sœur, qui habite au-dessus de nous, de leur donner le dîner à midi, et je reviendrai le soir pour le souper. » Ainsi fut fait. Mais la tâche était dure, très dure. La vieille dame était intraitable. Pendant ce temps, Rosabelle continuait sa vie oisive, insouciante, sans tracas. Elle visitait des magasins, fréquentait des cinémas, faisait quelques visites, lisait des romans et à chaque quinzaine, elle allait passer 20 minutes auprès de sa mère. Un jour, elle était arrivée à la fin de l'après-midi, alors que Valentine venait de partir pour retourner chez elle. « Tu ne sais pas ce que Valentine m'a demandé aujourd'hui, » annonça la mère. « Eh bien, elle s'est informée si j'avais fait mon testament. On dirait qu'elle a hâte que je meure pour tomber dans mon argent. Qu'est-ce que tu penses de cela? » Bien, un testament n'est pas absolument indispensable, et vous avez d'ailleurs tout le temps pour cela. Vous n'avez que 2 filles, bien sûr que vous ne donnerez pas votre argent à des étrangers, mais un testament épargne bien des ennuis aux héritiers, bien des complications, car autrement, le gouvernement veut avoir toutes sortes d'informations, ce qui est très ennuyeux, prend du temps et cause des frais. Bien. Je ferai donc un testament. Quand leur mère partit, d'un commun accord, elles se rendirent chez le notaire pour connaître ses dernières volontés. De son air grave, l'homme prit un document dans un classeur, l'ouvrit et lut. « Je donne et lègue à ma fille Rosabelle, épouse de M. Paul Doutre, tous mes biens, environ 40 000 $, consistant en obligations dont la liste est annexée ci-contre, à la seule condition de me donner des funérailles convenables. Signé Laura Lebrun. »« C'est tout ?» interrogea Valentine avec une expression de surprise et d'un ton chagrin. « C'est tout, » répondit le notaire. Après un moment de silence embarrassant, Valentine prononça: « J'espère que tu vas lui faire chanter un beau service. » « Le testament spécifie des funérailles convenables, » rectifia Rosabelle. Les 2 sœurs se séparèrent. « Bien, maman ne m'a rien laissé, elle donne tout son argent à Rosabelle, » annonça Valentine lorsqu'elle revit son mari. « Rien, pas même de quoi m'acheter une toilette de deuil. »« Une toilette de deuil !» s'exclama le mari. « Bien, ça me rappelle une aventure d'autrefois. Un soir, avant de te connaître, j'étais entré dans un cabaret de nuit et j'avais aperçu assise à une table une grande et maigre fille tout en noir, chapeau noir, robe noire, gants noirs, souliers noirs et bas noirs. Une toilette de deuil dans une salle de danse,
ce n'était pas banal. Alors hardiment, j'allai à elle et lui proposai de prendre un verre avec moi. Tout de suite, elle accepta et je fis venir une bouteille de bière. Lorsque le garçon la versa dans les verres, elle enleva ses gants et je vis avec surprise que ses ongles étaient peints en noir. Tu comprends, cela m'intrigua et je lui dis : « Mais pourquoi venez-vous au cabaret avec une toilette de deuil ? » « Vous êtes bien curieux, répondit-elle, mais je vais vous le dire. J'ai enterré ma mère ce matin. Elle avait de l'argent et une bonne propriété, mais le croirez-vous, elle a laissé sa maison et 15 000 $, tout ce qu'elle possédait, à mon frère qui est médecin, et elle ne m'a pas donné un sou. Alors, je me suis dit, je vais célébrer son enterrement en allant danser vêtu de noir. Et me voici. Mais pourquoi votre mère n'a-t-elle pas partagé ses biens également entre son fils et sa fille ? Demandai-je. Ah, elle m'avait défendu de sortir avec un garçon, puis quelques jours plus tard, elle m'a rencontré avec lui. Cela l'a fâchée et elle ne me l'a pas pardonné. Là-dessus, elle prit une gorgée de bière. Bien, ma vieille, on s'amuse ce soir, s'exclama-t-elle d'un ton agressif comme si elle se fût adressée à sa mère qui aurait été présente. Je lui pris la main et nous entrâmes dans la danse. Ah, c'était un spectacle de la voir. Ma compagne levait ses longues et maigres jambes vêtues de noir à hauteur de la ceinture et se démenait frénétiquement. C'était une véritable danse d'épileptique. Lorsque je sortis de la salle, elle tournoyait comme une démente dans un furieux boogie-woogie et ses longues et maigres jambes gainées de noir battaient l'air à hauteur de la ceinture. Toute la salle, les yeux fixés sur elle, regardait avec amusement et stupeur cette étrange créature qui donnait l'impression d'une grande sauterelle noire. Si au moins nous avions eu la moitié de l'argent, fit Valentine, changeant de sujet. Avec 20 000 $, nous aurions pu nous acheter une maison, faire instruire nos 2 garçons et nous offrir une auto pas chère. Oui, mais nous n'avons rien reçu. Ça, c'est souverainement injuste. C'est injuste, mais c'est toujours comme ça dans la vie, fit le mari. Dans tous les cas, j'ai fait mon devoir, affirma Valentine pour se donner raison. Oui, mais c'est ta sœur qui a été récompensée, répliqua l'époux d'un ton amusé. Mais nous nous aimons, et ce soir, je t'emmène danser. Bonne nuit. Bonne nuit.